Je ne vous apprends rien en vous disant que l'homosexualité est un sujet très controversé dans notre société. Même au-delà de l'homosexualité, toute attirance en dehors des normes hétérosexuelles qu'on nous a inculquées dès notre enfance est souvent mal vue, incompris, voire condamnée. Cependant, à la manière d'un caractère quelconque qui varie au sein d'une communauté, comme la taille de l'individu ou la couleur du pelage, les comportements sexuels sont représentés à travers un spectre très vaste, loin de l'image binaire dont nous sommes tous familiers. Aujourd'hui, nous allons explorer cet univers des attirances et attractions à travers le regard des scientifiques qui se sont posé la question au cours des dernières années, en se penchant tout particulièrement sur le cerveau et les mécanismes biologiques qui pourraient être à l'origine de notre sexualité. Un des premiers scientifiques contribuant à la question de l'orientation sexuelle est Simon Leveille en 1991. Après avoir étudié le cerveau de plusieurs hommes homosexuels et hétérosexuels morts des suites du sida, il a pu remarquer en disséquant leur cerveau une différence au niveau de l'hypothalamus. En effet, le troisième noyau interstitiel de l'hypothalamus antérieur, l'INAH3, est plus grand chez les hommes hétérosexuels que chez les hommes homosexuels. D'autres recherches soutiennent-elles les résultats de Simon Leveille. Bien que ne parlant pas de l'INAH3, une autre zone de l'hypothalamus a été observée par Swahab et Hoffman, le noyau suprachiasmatique. Ce noyau serait en moyenne 2,1 fois plus riche en neurones chez les hommes homosexuels que chez les hommes hétérosexuels. Ce noyau est notamment impliqué dans notre horloge biologique, mais aussi dans certains comportements sexuels. Ensuite, une autre observation a été faite sur l'hypothalamus. En effet, une étude a été réalisée sur l'activation du cerveau des hommes hétérosexuels et des hommes homosexuels lors de la visualisation de films érotiques. L'activité du cerveau a été mesurée par IRM, et les résultats ont montré que lorsque les participants visionnent des vidéos correspondant à leur orientation sexuelle, l'hypothalamus s'active fortement. Alors que lors du visionnage des vidéos qui ne correspondent pas à leur orientation sexuelle, que ce soit les hommes hétérosexuels et homosexuels, l'hypothalamus est peu, voire pas actif. Cette activation de l'hypothalamus n'est pas anodine, car cette zone est considérée comme clé dans l'attraction sexuelle. Pour expliquer toutes ces différences entre le cerveau des hommes homosexuels et des hommes hétérosexuels, un autre chercheur pionnier dans ce domaine, Jacques Balthazar, a analysé l'influence des hormones au stade prénatal sur les comportements sexuels. Il faut savoir que lors de la grossesse, à environ 34 à 41 semaines, une concentration 10 fois plus importante en testostérone aurait été enregistrée chez les fœtus mâles par rapport aux fœtus femelles. Ce pic agirait sur la structure de l'hypothalamus et notamment sur les noyaux cellulaires précédemment cités. Il semblerait alors que ce pic n'ait pas eu lieu à ce stade prénatal chez les hommes homosexuels et pourrait expliquer les différences anatomiques du cerveau décrites dans la littérature scientifique. De plus, pour les femmes, une présence élevée de testostérone dans la région de l'hypothalamus induirait un comportement homosexuel chez elles. Ensuite, une étude surprenante démontre que NLGN4Y, une protéine d'adhésion synaptique codée par un gène situé sur le chromosome Y, participerait à la formation de synapses de neurones qui influenceraient l'attirance sexuelle pour le sexe opposé. Lors de la grossesse, NLGN4Y pourrait être attaqué par des anticorps produits par la mère. À chaque nouvelle grossesse, où le fœtus est un mâle, la réaction immunitaire de la mère vis-à-vis de NLGN4Y serait de plus en plus forte et augmenterait la probabilité pour l'enfant d'exprimer un comportement homosexuel à l'âge adulte. Malheureusement, on peut constater que ces études ne concernent que l'homosexualité chez les hommes. Aucune autre orientation sexuelle n'est envisagée et les femmes sont mises de côté. Cette approche biaisée donne une vision incomplète et réductrice de la diversité des orientations sexuelles. De plus, certaines études utilisent des termes problématiques comme cerveau féminin en comparant le cerveau des hommes homosexuels à celui des femmes. Des affirmations telles que la présence moindre de matière grise chez les hommes homosexuels par rapport aux hommes hétérosexuels sont dénigrantes et peuvent être interprétées négativement. Elles suggèrent une différence quantitative
qui pourrait être perçu comme un déficit, alors qu'en réalité, les variations cérébrales sont complexes et ne peuvent pas être réduites à une simple mesure de volume. Ce type de formulation renforce les stéréotypes. Certains outils, comme l'échelle de Kinsey, développée en 1948 par le biologiste et sexologue Alfred Kinsey, avaient pour but de mesurer l'orientation sexuelle d'un individu sur un spectre plutôt que comme une catégorie fixe. Le spectre allant de 0 à 6, c'est-à-dire d'exclusivement hétérosexuel à exclusivement homosexuel. Cet outil a toujours été utilisé et a permis de faire avancer la reconnaissance de la fluidité des orientations sexuelles. Cependant, il présente aussi des limites car les études ont tendance à s'intéresser aux individus représentés aux extrêmes de cette échelle. On observe également une forme de rigidité en forçant l'individu à se situer sur une ligne alors que son orientation est fluide. Finalement, il est essentiel de remettre en question ces méthodes et de développer des études plus inclusives, qui ne se limitent pas à une vision binaire et réductrice de l'orientation sexuelle et du cerveau humain. Mais ces études sont-elles réellement nécessaires ? Avec de telles études qui insistent sur des différences biologiques entre les orientations sexuelles, ne risque-t-on pas d'ouvrir la porte à des dérives éthiques ? Si ces recherches venaient à être approfondies et à identifier certains traits génétiques ou cérébraux associés à l'hétérosexualité, cela pourrait-il influencer certains à vouloir modifier génétiquement les individus afin de garantir une orientation hétérosexuelle ? Pour finir, une seule réelle zone à l'échelle du cerveau a fait l'unanimité dans son implication vis-à-vis des orientations sexuelles, et il s'agit de l'hypothalamus. De plus, la conclusion globale de la plupart des études est que ce comportement est prédéterminé à la naissance et ne peut pas être changé par la suite, peu importe la vie de l'individu. Une étude génétique récente, à grande échelle, basée sur le génome d'un demi-million de personnes, a mis en évidence plusieurs gènes potentiellement impliqués dans le déterminisme de l'orientation sexuelle. Mais les conclusions sont claires, les différences dans ces gènes entre les individus n'est pas significative pour conclure sur un quelconque aspect héréditaire de la chose. Au final, en étudiant des échantillons de personnes réparties dans le monde, l'homosexualité apparaît dans la population à un taux constant, environ 10%, peu importe l'endroit concerné sur le globe, les idéologies, religions ou cultures. Même si ces questions pourraient un jour avoir des réponses, cela ne changera jamais le caractère naturel et biologique de cette particularité qui ne devrait pas être autant stigmatisée, discriminée et pénalisée à travers le monde.